Donc c'est sur Dexia. On avait eu déjà il y a quelques mois une soirée d'information sur le même sujet, mais c'était à l'époque où on en était à l'introduction du recours. Et donc, très rapidement, je dirais, donc Dexia, au moment de la déconfiture, a fait l'objet de garanties de la part de l'État belge, garanties très importantes, qui nous semblaient tout à fait abusives et infondées. Il y avait certainement bien d'autres moyens de le faire de manière plus raisonnable. Et pour cette raison, le CADTM et deux local d'attaque, Attaque Liège et Attaque Bruxelles 2, ont introduit un recours au Conseil d'État en annulation des garanties. Et pour ce faire, ils ont été plus qu'aidés par Pierre Robert et Olivier Stein. Qui nous ont devancés même, on va le dire. Je l'avais dit la première fois, je n'aurais pas pu le dire. De ne pas recommencer. Et donc, effectivement, ils ont fait un travail considérable pour introduire, argumenter ce recours. Donc, on avait fait une première soirée pour expliquer cette situation-là. Et depuis, naturellement, il y a un suivi entre-temps. Depuis quelques mois, il s'est passé des choses qui vont vous être expliquées. Et donc, l'intervention va se faire en deux temps. Pierre Robert va refaire un petit peu le retour en arrière et réexpliquer un petit peu les rétroactes et le contexte de cette affaire et l'introduction du recours. C'est nécessaire de se remettre ça en mémoire pour ensuite bien comprendre la suite des événements. Et ensuite, Olivier va expliquer ce qui s'est passé depuis, les réactions, et maintenant le dossier qui a été introduit en réponse également. En même temps, nous donner une idée un petit peu pour ce qu'on peut en dire, parce qu'on n'est pas maître naturellement de l'agenda, mais de ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ok, merci beaucoup Franco, et merci pour cette invitation. En fait, on s'était vu le 17 janvier, ça s'appelait Dexia le recours. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui Dexia le retour. Il s'est passé pas mal de choses au cours de ces 8 derniers mois, et c'est vrai je ne peux pas dire qu'on a toute la clarté sur l'affaire, sur la situation. Personne ne l'a, mais en tout cas, il y a des coins du voile qui se soulèvent. Il y a eu la commission parlementaire, il y a une série d'avis qui ont été rendus par la Commission européenne. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été publiées dans la presse. Il y a des documents qui sont disponibles maintenant sur le site de la Banque nationale. Et je crois que tout ça permet de compléter, peut-être de mieux expliquer ce qu'on avait voulu faire passer au mois de janvier. Alors, je voudrais rappeler dans quel contexte on se situe. Donc, on a un premier sauvetage de Dexia, appelons-le comme ça, en 2008, avec deux mesures phares qui sont prises à l'époque. Il y a une recapitalisation de Dexia, déjà, c'est un mot qu'on va entendre encore par la suite, et il y a des garanties qui sont données par l'État pour un montant absolument colossal. Les garanties de 2008 pouvaient monter jusqu'à 150 milliards d'euros. Il en reste encore une bonne partie aujourd'hui, mais je vais y revenir. Et ce premier sauvetage, on le sait, n'a pas suffi, puisque en octobre 2011, on est de nouveau au bord de la rupture, et là, on a deux mesures essentielles qui sont prises. Il y a d'abord la séparation de la banque de dépôt, qui était Dexia Banque Belgique, qui a été rachetée à 100% par la société financière de participation, donc par le bras financier de l'État, pour un montant de 4 milliards. Alors pour faire oublier le plus possible le lien avec Dexia, Dexia Banque Belgique va être rebaptisée en Belfius. Ça, c'est un volet. Le deuxième, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait qu'on a à nouveau eu recours à des garanties. Donc il y a un arrêté royal qui a été pris par le gouvernement en affaires courantes le 18 octobre 2011. Et cet arrêté royal est
très court parce qu'il délègue en fait la possibilité au ministre des Finances d'accorder des garanties à deux entités, au holding Dexia et à Dexia Crédit Local, pour un montant maximum de 90 milliards d'euros. En précisant que ces garanties, si elles sont accordées, le sont conjointement avec la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc il y a une clé de répartition qui a été prévue entre les États, qui est déjà la même que celle qui avait été retenue en 2008, c'est-à-dire que la Belgique assure 60,5%, la France 36,5% et le Grand-Duché de Luxembourg les 3% restants. Alors, quelle est l'idée de ce mécanisme de garantie? Eh bien, c'est l'idée que Dexia a surtout un problème, c'est en tout cas comme ça que c'est analysé, un problème de liquidité, a besoin d'argent immédiatement et ne l'a pas à disposition. Et personne, aucun créancier n'est d'accord de prêter de l'argent à Dexia. Et donc, comme Dexia doit se financer, il va le faire avec la garantie des États qui disent en cas de défaillance, eh bien, ce sont nous, les trois États, qui allons intervenir et donc nous garantissons les créances de ceux qui prêtent à Dexia. Alors, on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur ce mécanisme, puisque en application de l'arrêté royal du 18 octobre, on a jusqu'à présent 2 conventions de garantie autonome qui ont été signées. Ce sont des documents qu'on trouve sur le site de la Banque nationale et qui organisent la façon dont on met tout ça en place. Par exemple, on y explique ce qui se passe en cas de défaut de Dexia. Donc si Dexia n'honore pas une de ses dettes, eh bien, dans ce cas, il y a un mécanisme assez simplifié qui est prévu, qui fait que les créanciers s'adressent aux trois États et les États ont 5 jours ouvrables pour assurer le paiement de la créance qui était garantie. On a parfois un peu entendu une valse des chiffres par rapport au montant de la garantie. On a parlé de 90 milliards dans un premier temps, puis on a parlé d'une garantie qui aurait été divisée par 2, portée à 45 milliards, on a parlé de 55. Un chat y perdrait parfois un peu ses jeunes. En fait, l'arrêté royal prévoit une limite maximale de la garantie, donc 90 milliards pour la garantie de 2011. Et vous avez les conventions de garantie autonome, ce sont les actes d'exécution de la garantie. Et donc, dans un premier temps, les ministres des Finances ont décidé qu'ils allaient garantir les instruments financiers émis par Dexia jusqu'au 31 mai 2012 à hauteur d'un maximum de 45 milliards. Ensuite, dans un deuxième temps, il a été décidé de prolonger cette garantie et de porter son encours maximum à 55 milliards. Et sont couverts les instruments financiers qui sont émis jusqu'au 30 septembre, donc dans quelques jours. Et l'idée est de passer aux 90 milliards maintenant dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Alors, pourquoi avoir procédé par étapes? Eh bien parce que on est en face de ce que la Commission européenne qualifiera peut-être d'aide d'État. Donc il y a une supervision de la Commission sur tout le mécanisme. Et il y a, si vous voulez, une sorte de discussion, de négociation permanente entre les États Dexia et la Commission. C'est pour ça qu'on avance par étapes. La Commission donne des feux verts qui sont chaque fois temporaires en attente de sa décision définitive par rapport à ce mécanisme de garantie. Et la Commission travaille avec Dexia en demandant que ce qu'elle pourrait qualifier d'aide d'État soit couplé avec un plan de liquidation ordonné. Et donc Dexia est censé expliquer comment on va liquider le holding, enfin quel sort on va réserver à tout ce qui compose le holding. Et d'après ce qu'on lit dans la presse, il y a eu plusieurs heures avec la Commission, parce que
si vous voulez, les scénarios économiques sur lesquels se basait Dexia pour assurer qu'il allait rester viable n'étaient pas acceptés par la Commission qui disait que ces scénarios économiques étaient trop optimistes. Donc ça, voilà pour la façon dont on met en place cette garantie. Alors, le montant des garanties qui est donné évolue de jour en jour. Vous avez une rubrique sur le site de la banque sur lequel on voit très bien comment évolue la garantie de 2008 d'un côté, celle de 2011 d'autre côté. Au 14 septembre, on était encore à 19 700 millions pour la garantie de 2008 et on était déjà à 50 200 millions pour la garantie de 2011. Ce qui est intéressant également dans les conventions de garantie autonome, dans les deux conventions qui existent et vraisemblablement dans la troisième, c'est qu'on parle des devoirs de l'État, donc le fait de devoir payer à première demande dans ce délai de 5 jours ouvrés, mais on parle également des droits de l'État. Alors les droits de l'État, c'est le fait de percevoir une rémunération pour la garantie, c'est également le fait d'être subrogé au créancier, donc si vous voulez, de pouvoir se retourner contre Dexia si à un moment quelconque il y a un défaut de paiement de Dexia. Et c'est par exemple ici en page 13 de la convention de 2011, on indique qu'on va étudier dans le futur, alors je cite, un mécanisme protecteur des États en cas d'appel à la garantie sera mis en place, le cas échéant, sous la forme d'un droit de conversion en action ordinaire de Dexia du droit de recours des États. Donc voilà, on envisage de donner aux États des actions de Dexia, mais je ne suis pas sûr que ce soit un mécanisme de protection particulièrement efficace ou enthousiasmant. Donc voilà le scénario dans lequel on se retrouve, voilà le filet de protection de l'État, il est très mince, et donc ça nous amène à la question, quel scénario pour le futur, que peut-on envisager? Alors, il y a évidemment l'hypothèse selon laquelle tout se passe bien, la liquidation ordonnée rapporte plus d'argent qu'il ne le faut, et dans ce cas-là, les garanties en fait vont rapporter à l'État, puisqu'il y a quand même quelques dizaines de millions qui sont payés à l'État en contrepartie de la garantie, qui est en fait une sorte de mécanisme d'assurance. Et à la fin du mois d'août, on avait chiffré le bénéfice que l'État avait tiré des garanties à un montant de 287 millions d'euros. Alors, c'est effectivement un montant qui arrive dans les caisses de l'État, mais qui est peut-être reperdu par ailleurs si l'État a plus de difficultés à se financer, si l'État lui-même peut emprunter à des taux plus élevés sur les marchés à cause du risque que les garanties font peser sur les finances publiques. Voilà, ça c'est le scénario, disons, optimiste. Alors, vous avez un scénario dans lequel les choses iraient un petit peu moins bien. On aurait des manquements ponctuels de Dexia. Donc, de temps en temps, il manquerait quelques centaines de millions, il manquerait 1 milliard ou 2 milliards, et les États seraient priés d'éponger en actionnant le mécanisme de la garantie. Et puis vous avez évidemment le scénario du pire, dans lequel on assiste à des pertes colossales, alors que voilà, des montants très importants sont engagés en garantie. Dans ce cas-là, l'État belge devrait payer 60% de 70 milliards ou du montant qui sera engagé à ce moment-là, dans un délai extrêmement court, hein, puisque il faut chaque fois payer en quelques jours. Je dois dire, c'est peut-être une anecdote, mais que c'était en fait le thème du feuilleton du journal L'Echo de cet été. Donc c'était comment la Belgique est sortie de l'euro. Et donc on imaginait qu'à un moment, voilà, il y avait une réunion, un conseil des ministres,
Carole Debout qui était invité disait voilà, on a un problème gigantesque, il manque des dizaines de milliards, et les choses, à partir du moment où ça se savait, les choses allaient très vite, la Belgique ne parvenait plus à se financer, et puis c'était l'emballement très rapide. Voilà, ce scénario n'est pas pour demain, mais c'est aussi un scénario possible, et c'est un scénario qui nous amène alors peut-être vers ce nouveau mécanisme que constituera le mécanisme européen de stabilité dont on peut parler par ailleurs. Alors vous avez encore un autre scénario intermédiaire, c'est que pour éviter de devoir actionner la garantie, pour éviter le scénario du pire, eh bien on augmente le plafond de la garantie. On a un arrêté royal qui prévoit un plafond de 90 milliards, mais dans cette logique-là, qu'est-ce qui empêche d'en faire un autre demain qui porte le plafond à 110 ou à 130 milliards, puisque ça permettra toujours de ne pas immédiatement sortir d'argent de sa poche. On peut créer de l'argent virtuellement, peut-être comme ça. Ou bien on pense à une recapitalisation, et c'est un scénario qui a quand même beaucoup été évoqué cet été, et par des personnes qui ne sont pas des moindres, puisque c'était le directeur de la Banque nationale qui a glissé qu'il faudrait peut-être recapitaliser pour un montant qu'il estimait entre 7 et 10 milliards d'euros, pour éviter de devoir actionner immédiatement la garantie. Je vous parle de Lukoon, on peut citer Moody's. Bon, on peut aussi penser ce qu'on veut par rapport aux agences de notation, par rapport à la justesse de leurs prédictions, mais en tout cas dans une analyse de la situation de Dexia en mai 2012, Moody's disait que si le climat économique ne se rétablissait pas, eh bien la garantie qui avait été décidée par les États ne s'avérerait pas suffisante, mais que comme les États étaient désormais liés par les garanties qu'ils ont déjà engagées, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aillent plus loin dans l'effort qu'ils sont prêts à consentir pour Dexia et pour ses filiales. Voilà, ça, c'est un choix, c'est celui qui est présenté pour l'instant. Ce serait évidemment toujours le choix du court terme, puisqu'il permettra de continuer à dire mais tout va bien, on gère, et voilà, il fera meilleur demain, ça ira mieux demain. Alors, je peux juste rappeler oui. dans votre présentation, dans la première partie, pourquoi la clé de répartition entre Belgique, France et Luxembourg? Comment elle a été déterminée? Oui, c'était par rapport aux actionnaires, oui, aux actionnaires institutionnels en fait dans la structure du holding. Alors c'est clair que la Belgique a essayé de se défaire de cette clé de répartition. Il y a eu des appels assez désespérés aussi de Steven Van Ackere quand il a remplacé Didier Reynders. Il n'a évidemment pas été entendu, et c'est une question qui empoisonne tout le dossier, puisque maintenant s'il faut recapitaliser, bon d'accord, qui paye, dans quelle proportion. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Van Ackere est entré en fonction, il a tout de suite dit c'est quand même pas juste, parce que si l'État belge doit se saigner, finalement c'est aussi pour sauver des banques allemandes, espagnoles, alors pourquoi est-ce que c'est la Belgique seule qui doit contribuer? Et alors ici, quand on vient de parler du mécanisme de supervision bancaire qui va être instauré au niveau de la BCE, il a tout de suite glissé que Dexia pourrait être un des premiers clients de la supervision de la BCE, et que ce serait peut-être l'occasion de mettre à contribution d'autres États. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv. Il y a une participation des communes à hauteur de 15%, si je me souviens bien. Alors, il y a une participation des communes via le holding communal. Donc, oui. Les communes sont actionnaires. Mais là, je dirais que la perte des actionnaires est déjà réalisée, puisque ces actions qui ont valu beaucoup d'argent à un moment valent encore à peine quelques centimes aujourd'hui. Donc, pour les communes, je dirais que c'est déjà... Ils ont disparu du scénario, alors oui, sauf si on leur demande de participer à la recapitalisation. Mais enfin, je peux difficilement imaginer qu'on leur demande de répéter le scénario de 2008. Oui, alors, ce que je voulais dire par rapport à tout ce mécanisme, c'est qu'il avait un sens si on pense que le problème
de Dexia n'est qu'un problème temporaire, un problème de financement, mais qu'il y a suffisamment d'actifs ou qui sont évalués de façon correcte dans les bilans pour rapporter de l'argent sur le long terme. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, voilà, c'est de l'argent qui va être distribué dans des quantités absolument gigantesques et à fond perdu. Alors pour revenir aux déclarations de Luc Koon, il en a quand même fait une cet été qui était quand même assez intéressante. Il disait que si les actifs d'Dexia étaient vendus immédiatement, il y a la moitié de la valeur des actifs qui serait perdue. Alors, par rapport à... Donc, la question, finalement, pour savoir si ces garanties ont du sens ou pas, c'est celle de savoir ce qu'il y a dans Dexia. Et là-dessus, la commission parlementaire apporte un certain éclairage, mais un éclairage très inquiétant, puisque quand on a demandé à Yves Le Terme ce qu'il y avait dans la banque qu'il a décidé de garantir, il a dit que, tout simplement, il ne savait pas. Et le directeur de la Banque nationale a cru voler à son secours en disant que c'était tout à fait normal, puisque M. Le Terme ne pouvait avoir accès qu'aux informations qui étaient disponibles au public, et qu'il a d'ailleurs gentiment communiqué. Donc ça, c'est ce qui a été dit en commission. Alors, il y a d'autres choses qui ont été dites en commission sur la structure de Dexia. Ce sont des informations qui ont été communiquées par Pierre Mariani, qui a indiqué qu'il y avait que Dexia, le holding avait des actifs pour une valeur d'environ 500 milliards d'euros et qu'il y avait, des éléments hors bilan également, cette fois-ci pour un montant de 1500 milliards d'euros. Avec des swaps, des instruments extrêmement spéculatifs, extrêmement volatiles. Et donc, voilà, on sait que c'est une fameuse bombe à retardement, mais on ne sait pas de quoi elle est composée. Et, voilà. Donc on a lié le sort de l'État belge à quelque chose de tout à fait explosif. Pour ne pas parler de bombe à retardement, mais prendre une autre image, c'est Paul de Grau qui disait que donner les garanties, ça revenait à assurer une maison qui était déjà en feu et qu'il n'y avait aucun assureur censé qui était d'accord de faire ce genre d'opération. Alors vous avez effectivement le Premier ministre et le ministre des Finances qui ont dit que ça allait rapporter de l'argent à l'État. C'est assez à courte vue et c'est assez cynique, et je crois qu'on peut dire aussi que c'est le même Premier ministre, Yves Le Terme, qui disait que quand la Belgique prêtait à la Grèce, de toute façon c'était intéressant parce que la Grèce remboursait des taux d'intérêt supérieurs à ceux auxquels la Belgique elle-même se finançait sur les marchés. Alors dans ce contexte, quel est l'objet du recours? Qu'est-ce qui est demandé au Conseil d'État? Eh bien, c'est l'annulation de l'arrêté royal qui permet l'octroi des garanties. Et puis, dans le cadre du mémoire que nous avons communiqué début du mois de juillet, on a étendu l'objet du recours. Et donc, on a demandé au Conseil d'État d'annuler non seulement l'arrêté royal qui permet l'octroi de la garantie, mais également les garanties individuelles qui ont été octroyées en application de l'arrêté royal. Oui, je peux certainement terminer. Oui, pas de problème. Donc, voilà, c'est un recours qui a été introduit, Franco l'a dit, par le CADTM et par deux sections d'attaque. Il faut ajouter aussi que, mais là Olivier en dira plus, nous avons deux députés qui ont fait une requête, ce qu'on appelle une requête en intervention volontaire, qui ont dit nous aussi, on demande l'annulation parce qu'on a un intérêt qui est particulier, un intérêt fonctionnel qui est différent de celui des associations. Alors, je termine sur cette question. Quid si ça fonctionne? Que se passe-t-il en cas d'annulation par le Conseil d'État? Alors, le Conseil d'État pourrait faire... il peut évidemment rejeter le recours, mais s'il l'accueille, il peut faire plusieurs choses. Il peut annuler totalement, ou bien il peut annuler en partie et maintenir certains effets des actes annulés. C'est ce qui est demandé par Dexia, par Dexia et par à titre subsidiaire par Dexia et par l'État belge. S'il y a une annulation
totale, eh bien, ça veut dire que les garanties disparaissent et que, à ce moment-là, en fonction de ce qu'aura dit le Conseil d'État, mais s'il nous suit, ce sera au Parlement à décider d'une autre mesure. Il y a d'autres politiques qui sont possibles. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui des États-Unis, où vous avez maintenant sur le site de la Réserve fédérale, depuis le mois de juillet, des plans de liquidation ordonnés des principales institutions de crédit qui doivent être publiés. Et le schéma qui est systématiquement mis en avant, c'est que les dépôts doivent être protégés à 100%, et puis qu'ensuite, voilà, entre les actionnaires, on répartit ce qu'il y a encore à répartir, mais donc essentiellement protection de l'épargne. Les États-Unis veulent évidemment ne pas tomber dans ce genre de système où ils se retrouvent pris pieds et poings liés par des garanties qui auraient été données. Mais voilà ce qu'on peut dire pour l'emballage peut-être du recours. Oui. Oui, je voudrais dire qu'aux États-Unis, en fait, il y a déjà 300 ou 400 institutions financières qui ont été liquidées. Hein. Oui. Elles n'étaient pas énormes, mais depuis 2008, il y a eu des banques qui ont fermé, qui ont été déclarées en faillite. Les actionnaires ont perdu, les créanciers ont perdu une partie, et voilà, et ça continue. Hein. Tout à fait. Donc, mais alors la spécificité de Dexia ici, c'est évidemment qu'on dit c'est une banque systémique, donc ça a une importance tout à fait particulière. Vous ne pouvez pas la traiter comme une petite banque, et c'est justement par rapport à ces banques dites systémiques qu'il y a ces mécanismes qui ont été rendus obligatoires aux États-Unis. Mais voilà, mais je vais laisser à Olivier le rôle le plus important, celui de parler du fond et des arguments. Merci Pierre. Non mais simplement d'abord une réflexion que j'avais en t'écoutant, c'est Vanacker, c'est quand même lui qui avait dit qu'il avait divisé les garanties par deux à un moment. Donc Pierre nous a expliqué qu'en fait les garanties ont été accordées progressivement, et quand il a d'abord accordé la première moitié des garanties, il a quand même eu il a quand même osé aller jusqu'à prétendre qu'il avait divisé par deux les garanties. Quand on l'a lu, ça faisait quand même mal. Au début, on a même eu un gros doute, on s'est demandé quoi, il a réussi à diviser l'arrêté royal par deux. Ben, pas du tout, il s'est contenté d'accorder la moitié, et le reste vient après. D'ailleurs, quand on regarde les communications aux actionnaires, ne vous inquiétez pas, en termes de communication, on dit une chose, mais à vous les actionnaires, on dit bien autre chose. Pour encore appuyer ce que disait Pierre, Moody's dit « Nous pensons que l'exposition actuelle non couverte des gouvernements belges et français par rapport à Dexia est telle qu'aucun des deux ne peut se permettre de laisser cette entité tomber en faillite. » Donc on est bien, même avec un point de vue qui ne serait pas forcément le nôtre, complètement avec un État belge qui est pied et point lié à Dexia. Alors, pour revenir sur donc, le raisonnement qui nous a poussé à faire ce recours au Conseil d'État et puis les arguments, pourquoi le choix d'un recours en annulation au Conseil d'État? Il semble tout à fait primordial de passer par cette annulation parce que c'est la seule possibilité d'empêcher la catastrophe quand il est encore temps. Une autre option pour réagir par rapport au problème de Dexia pouvait être de choisir d'intenter une plainte au pénal. L'option reste ouverte. Le code de la démocratie locale le permet puisqu'on peut agir au nom de sa commune si la commune est un petit peu lente à réagir. Ce serait pertinent, mais bon, c'est dépendant de la bonne volonté du parquet ou du juge d'instruction. Donc voilà, enfin c'est une possibilité qui reste sur la table. Et en Flandre, c'est déjà largement fait. Il y a beaucoup de citoyens qui vont porter plainte contre les gens de chez Dexia. Et je pense que dans ceux qui ont dirigé cette banque, il y en a quelques-uns qui devraient effectivement se retrouver sur le banc des accusés. Alors, le recours, il est séparé en deux parties, et il y a une partie très importante dont on ne parle pas, mais qui pourtant fait une grosse partie de l'enjeu, c'est la recevabilité. C'est-à-dire, vous entendrez nos arguments ensuite. Au fond, nos arguments, finalement, la plupart des gens vont se dire, enfin, ces arguments vont forcément passer, donc ce recours est gagné. Mais il y a quand même cette étape de la recevabilité qui est un problème essentiel. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas faire une action populaire, c'est-à-dire on ne peut pas défendre l'intérêt général. Mais par contre, on peut défendre des intérêts collectifs, pour autant que les intérêts collectifs soient visés par l'objet social de l'association. Alors, comment est-ce qu'on va distinguer entre l'intérêt général et ses intérêts collectifs? Il y a un problème pour le faire, hein. Ça paraît évident, et ça c'est le début d'un grand débat. Par exemple, le CNAPD, donc Coordination Nationale pour la Paix et le Développement, dont l'objet social consiste, selon le texte, à organiser des actions ayant pour but d'influencer l'opinion publique, le Conseil d'État dit, puisque vous voulez influencer l'opinion publique, vous ne devez pas pour autant vous opposer à la vente d'armes en Libye, et donc vous n'êtes pas recevable
à vous préoccuper de la question des armes en Libye. Pourtant, quand on entendait paix et développement, on avait l'impression que ça s'opposait à la perspective de vendre des armes, mais ils ont trouvé que c'était quelque chose de trop large. De nouveau, les limites géographiques, parfois on dit que la province du Luxembourg c'est trop large, ou au contraire on dit vous vous préoccupez d'une toute petite zone au niveau écologique, or l'endroit où les dégâts vont avoir lieu est proche de la zone dont vous vous préoccupez, mais ce n'est pas là, et du coup vous n'êtes pas recevable. Donc parfois les associations ont un objet géographique trop grand, trop petit, c'est très variable, et on a même lu que le Conseil d'État expliquait que la création de conditions de vie équitables et écologiques constitue une aspiration de tout homme, et donc finalement ne se distingue pas de l'intérêt collectif et de l'intérêt général. Donc dans cette situation-là, on se demande pourquoi toutes les associations existent, si finalement tout homme partage cette aspiration, on ne voit pas le problème. Mais je ne voudrais pas être trop négatif, en fait, donc on se rend bien compte que le raisonnement de fond, c'est qu'un objectif peut in fine être bénéfique pour tous, mais il n'en reste pas moins que des valeurs comme les droits de l'homme, c'est des valeurs précises qui circonscrivent l'objet social de la SBL, et que si c'est des valeurs qui sont parfois largement partagées, il n'en reste pas moins qu'il faut souvent faire primer ces valeurs par rapport à d'autres intérêts, parfois des intérêts économiques, parfois des droits fondamentaux, et donc il y a des oppositions qui se jouent, et les associations sont là quand il y a une contradiction entre des valeurs et des intérêts. Et donc je pense que si le Conseil d'État nous suit sur cette évidence première, la recevabilité devrait être acquise, surtout qu'à raisonner autrement, on devrait finalement constater qu'il y a des actes, pourvu qu'ils soient suffisamment larges, qui sont en fait inattaquables. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent, ils font passer toutes les illégalités qu'ils souhaitent dedans, et finalement on ne peut rien faire par rapport à des actes de ce type. Et c'est dans le sens du raisonnement que je vous expose que finalement la Ligue des droits de l'homme a pu, elle, agir contre la vente d'armes en Libye, et que les armes en question n'ont pas pu être vendues. Il y a un auteur de doctrine qui précise que on ne pourrait pas admettre que plus l'objet social d'une association est noble, plus il est de nature à se confondre avec l'intérêt général bien compris, et donc moins elle aurait intérêt à agir devant le Conseil d'État. Donc le raisonnement qui sous-tend la position de Dexia et de l'État belge, c'est un raisonnement qui dit en fait plus votre objet social est noble, moins vous avez le droit d'agir en justice. C'est ça, oui, mais on voit bien où est le problème. Alors donc je reviens à nos arguments. Donc le premier moyen concerne le fait que finalement, ici on parle bien d'un arrêté royal, donc que le pouvoir législatif a été complètement exclu. On parle d'un exécutif qui décide tout seul. J'avais mis cette phrase qui m'était venue: contourner le pouvoir législatif, c'est devenu un mode de gouvernance à part entière. Pour les pensions, même système. Pour les modifications de la progressivité des allocations de chômage, encore et à chaque fois, un très grand pouvoir donné à l'exécutif. Le législatif est complètement hors du champ. Il est tenu et écarté de la question. Et par exemple, pour les garanties de 2008, vous pourriez penser que dorénavant, maintenant, les parlementaires ont quand même à un moment ou un autre été mis face à leurs responsabilités, eu la possibilité d'opérer un contrôle. Et bien non, pour les garanties de 2008, on ne les a finalement pas intégrées dans le budget. Sur 300 pages d'exposé des motifs, on trouve un petit passage où ils disent vous comprendrez bien que c'est trop imprévisible et que donc intégrer ça dans le budget ce serait trop compliqué. Et donc on fait usage d'une disposition spéciale qui autorise le Conseil des ministres à régler la question par lui-même de son côté, sans que vous parlementaires n'ayez à vous compliquer avec ce genre de questions trop techniques pour vous. Mais c'est conforme à la Constitution belge? Nous on dit que non. Mais il y a un article auquel vous pouvez vous référer de la Constitution? Oui, alors déjà l'idée que le budget est une matière réservée, ça figure effectivement dans la Constitution. Il y a ce principe de séparation des pouvoirs qui est quand même assez essentiel. Et alors ensuite, il y a toute une doctrine et une jurisprudence qui s'est développée autour de la notion de... Ça, je vais y revenir, sur la notion de pouvoirs spéciaux. Donc, ils prennent le prétexte systématique de l'urgence. Ici, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas urgence. Au moment où ils ont décidé, oui, il y avait urgence. Mais bon, c'est une urgence qu'ils ont totalement créée. Et surtout, là-dessus, ils ont pris un arrêté royal qui a une ampleur sans pareil, qui permet au ministre de nous engager pendant 20 ans pour 30 années. Donc, une autre question, c'est sous forme de question un petit peu plus philosophique pour vous montrer aussi sur quelles questions limites ouvre ce type de recours, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut engager les parlements futurs. Donc, par exemple, en Allemagne, la Cour constitutionnelle dit que engager, c'était quoi Pierre, c'était au-delà de 8%? Au-delà de 8% du PIB, ouais. Donc au-delà de 190 milliards d'euros. Le pays conditionne tellement les choix politiques que peuvent faire ensuite les futurs parlements élus qu'il y a une véritable atteinte à la démocratie.
Nous, c'est notre lecture aussi. Alors, donc jusqu'où on peut engager les parlements futurs, c'est une question que je n'ai pas l'occasion de développer ici. Alors, qu'est-ce que font finalement Dexia et l'État belge pour bien faire peur au Conseil d'État? Ils nous dressent un tableau apocalyptique de ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas pris les merveilleuses mesures qu'ils ont prises dans donc, cet arrêté royal. Alors, il y aurait eu une méfiance qui aurait créé... s'il y avait eu une forme de défaut, ça aurait créé une méfiance chez les déposants et ça aurait immédiatement créé de graves conséquences. Liquidation impromptue du portefeuille d'obligations souveraines, donc en une fois on relâche toutes les obligations souveraines, et appel aux garanties accordées en 2008 et 2011, et là, comble du cynisme. Donc c'est Dexia et l'État belge qui nous le disent, les répercussions d'un défaut de Dexia sur le budget de l'État belge seraient donc catastrophiques. En rapport avec des garanties qu'ils ont voulu accorder en 2008. Hein. Donc la liquidation du portefeuille d'obligations souveraines, c'est déjà une fiction totale, parce que si Dexia était mise en faillite, c'est pas en une fois Dexia qui disparaîtrait soudain et toutes les obligations qui tomberaient pouf comme ça dans les marchés. On parle dans ce cas-là d'un curateur qui va intervenir, qui va liquider les choses progressivement. Donc ils sont vraiment en train de nous dresser un tableau apocalyptique qui en plus est faux. Par ailleurs, l'aggravation de la crise de la dette souveraine n'est pas la cause du problème. On voit qu'elle représente, que les créances de Dexia sur les pays du sud de l'Europe ne représentent même pas 5% des dettes exigibles. Donc, et que par ailleurs, ils n'ont pas revendu. Ils ne les ont pas revendus, ces créances sur les pays du sud de l'Europe. Donc, manifestement, ils arrivaient à faire avec. Alors, je vais couper un peu pour arriver sur la question des pouvoirs spéciaux. Donc nous, ce que nous expliquions, et pour nous c'était évident, c'était ils ont fait un usage excessif des pouvoirs spéciaux. Donc dans certains cas, en une fois, l'exécutif, dans une situation grave, s'empare de tous les pouvoirs parce qu'il y a crise et se dote d'un certain nombre de pouvoirs spéciaux. Eux nous disent, ah non, ce n'est pas les pouvoirs spéciaux, on est simplement dans le cadre des pouvoirs ordinaires. C'est pour ça qu'on n'a pas respecté toutes les conditions des pouvoirs spéciaux. C'est parce que c'est le pouvoir normal de l'exécutif d'agir ainsi. Et donc, cette mesure qui avait été en 2008 présentée comme une nécessité dans le contexte de la crise actuelle sur les marchés financiers, c'est inscrit définitivement comme une pratique absolument normale, participant de l'activité normale de l'exécutif. Et donc là, il y a évidemment une dérive qui est extrêmement grave, d'autant plus que ça ne les gêne pas non plus d'agir en matière de budget. Or, on sait quand même, le constituant à la base s'est quand même fatigué à créer 2 articles dans la Constitution pour bien préciser que le budget c'est le Parlement. Alors si dans le budget on met rien, et si le budget c'est simplement un truc qu'on vote à la fin de l'année sans que les parlementaires aient l'occasion de discuter les questions politiques importantes, alors finalement on a bien réussi à contourner la Constitution et elle n'a plus vraiment de sens. En France, on a fait une loi. En Belgique, à la limite, on aurait peut-être demandé juste la possibilité d'une confirmation législative, c'est-à-dire 6 mois après qu'on ait fait les dégâts, demander au Parlement s'ils étaient bien d'accord. Même ça, ils n'ont pas jugé qu'il était nécessaire de prévoir a posteriori une possibilité pour le Parlement de se poser la question. Donc les parlementaires ne savent toujours pas ce qui s'est passé en 2008, ils ne sont pas prêts de savoir ce qui s'est passé ce coup-ci. D'ailleurs, tout le monde ignore ce qu'il y a dans ce périmètre de Dexia, on a acheté un chat dans un sac. Ouais. Donc, il y a une délégation du pouvoir législatif vers l'exécutif, et ensuite l'exécutif qui délègue à un seul ministre. Donc finalement, on se retrouve quand même avec un type qui décide tout seul. Donc, je vous le lis ici. Dexia et l'État belge répondent qu'il est de jurisprudence et de doctrine constante que la délégation par le roi de son pouvoir réglementaire à un ministre est parfaitement valable lorsqu'elle vise des mesures d'exécution ou de détail qui sont limitées quant à leur objet ou leur finalité. Donc, voilà, moi j'avais cru que c'était d'autres trucs, les détails, mais manifestement, cette question qui est quand même sans doute une des questions politiques essentielles de l'année et qui va sans doute être encore plus actuelle dans les années à venir, c'est une question de détail, pas de problème. Alors, deuxième argument, je vais essayer de faire plus vite, les affaires courantes. Donc on agissait en période d'affaires courantes. Mais il y avait urgence. Comme je vous l'ai déjà dit, venir dire qu'il n'y avait pas urgence, ce serait faux. Ils ont créé l'urgence, mais au moment où ils ont décidé, elle était bien là. Mais c'est pas parce qu'il y a urgence qu'on peut agir entièrement et complètement, qu'on peut agir sur tout et n'importe quoi. On ne peut pas dire il y a urgence, du coup je vais complètement modifier l'organisation de l'État belge, changer 3 articles de la Constitution et puis aller faire un tour. C'est vraiment pas possible. Ce que nous soutenons, et c'est un raisonnement nouveau en ce qu'il n'a jamais été présenté devant le Conseil d'État, c'est que c'est pas seulement la possibilité d'agir qui est conditionnée par l'urgence, c'est aussi l'ampleur dans laquelle on agit.
C'est pas, on leur a pas permis d'agir ou au ministre de nous engager pendant 3 mois, ou on l'a pas fait comme pendant 6 mois, comme c'était prévu pour les garanties de 2008. Là, on dit, amuse-toi pendant 20 ans, fais ce que tu veux pendant 20 ans. C'est quand même très différent, et on sent bien que c'est pas l'urgence qui les obligeait à décider de ce qu'on allait faire pour 20 ans. Donc là, l'État belge d'Dexia passe complètement à côté, parce que comme ça n'apparaît, enfin, ça fait pas partie des raisonnements qui sont déjà repris et qui existent déjà, il faut tenter de dire, mais si, il y avait urgence, donc on peut agir. Et donc moi, en suivant ce type de raisonnement, j'imagine bien que s'il y a une manifestation qui pose un problème un jour et qu'ils estiment qu'il y a urgence pour ça, ils peuvent nous modifier tout le code pénal. S'il y a une épidémie de grippe, ils peuvent changer l'ensemble du système sanitaire. Enfin, c'est une piste intéressante à creuser, et j'ai l'impression que c'est le projet de gouvernance qu'ils ont pour l'avenir. Bon, ensuite, troisième argument, ils n'ont pas demandé l'avis du Conseil d'État. Alors, au début, ils sont un peu excusés, ils ont dit « Ah, désolé, on a une obligation de passer par vous, mais... » Pardon ? C'est de la section de législation. Oui. On a une obligation de passer par vous. Oui, effectivement, c'est... Oui, absolument. Donc, on consulte aussi le Conseil d'État au moment de concevoir un arrêté royal, mais là, ils ont fait « Désolé, on ne peut pas passer chez vous parce que vraiment, on n'a pas le temps, il y a l'urgence. Hein, » Et ça revient souvent. on doit le consulter parce que c'est une formalité substantielle, et donc si le Conseil d'État est saisi du contrôle d'un arrêté royal pour lequel son avis n'a pas été demandé, alors il doit annuler. Et donc, sans discussion, pardon ? Sauf urgence motivée. Oui, sauf urgence motivée. Et d'où le débat. Mais donc, je ne sais plus si c'est Dexia ou l'État belge qui finalement, donc ils nous disent, comme c'est un acte réglementaire, enfin ils disent au Conseil d'État, comme c'est un acte réglementaire, on aurait dû vous consulter, mais finalement, on s'en passe parce qu'il y a urgence. Et les avocats de Dexia et l'État belge disent, mais non, c'est le législateur c'est l'exécutif qui s'est trompé, c'est un acte individuel, c'est pas un acte réglementaire qui va réglementer, organiser la situation qui va modifier les règles en général, ça s'adresse à un individu en particulier, en l'occurrence la personne morale Dexia. Donc, je ne crois pas que cet argument puisse vraiment être retenu comme pertinent, mais surtout il montre beaucoup d'opportunisme, parce qu'au moment de dire au Conseil d'État qu'il ne passait pas chez lui, ils n'ont pas hésité à lui dire oui, c'est bien un acte réglementaire, juste on n'a pas le temps à cause de l'urgence. C'est donc dans le préambule de la royale. Voilà, c'est ça, dans le préambule de la royale. Pas de consultation, et puis après, et un peu après, ils demandent à la Banque Centrale Européenne, ils ont quand même trouvé nécessaire de la consulter. Il y avait urgence, mais on aurait été embêtés de ne pas la consulter, mais ils lui demandent un avis urgent parce qu'ils prennent un acte réglementaire. Et ils visent les dispositions qui visent les actes réglementaires. Ça ne les dérange pas de dire que c'est un acte individuel. Le quatrième argument, c'est le principe de publicité. Je le laisse tomber parce que je pense que, pour des questions de temps, j'avais pensé que c'était une bonne idée de ne pas revenir dessus en détail. Et alors ensuite, notre dernier argument... Excuse-moi, à partir du moment où l'État lui-même a qualifié ça comme un acte réglementaire, est-ce qu'il a la possibilité de revenir en arrière ? On pourrait dire que la réalité juridique est différente, mais à tous les acteurs qui ont approché ce dossier d'une façon ou d'une autre, la première évidence a été que c'était un acte réglementaire. Je crois même que les avocats d'État belges l'ont pensé. Et puis c'est le Conseil d'État qui doit décider si c'est réglementaire ou individuel, au-delà de ce qu'auront dit les parties. Mais c'est une procédure pour laquelle on demande l'avis de la Banque centrale. Donc la Banque centrale la donne tout le temps, quand il y a des garanties d'État qui sont accordées. Et tout ça est organisé par un règlement du Conseil des ministres européen qui dit que la Banque centrale rend son avis dans une série de cas, et on énumère les actes réglementaires octroyant des garanties d'État, etc. Donc il n'y a pas de doute que c'est bien un acte réglementaire. La Banque centrale n'a pas encore remis l'avis à ce moment-là. La Banque centrale a remis un avis, donc c'est ce que Olivier disait, on a pris l'avis, le Conseil des ministres a pris l'avis de la Banque centrale, mais pas du Conseil. Et eux-mêmes, je veux dire, les acteurs impliqués, aucun d'entre eux ne conteste qu'il s'agisse bien d'un acte réglementaire. Ils visent les dispositions qui visent les actes réglementaires au moment où ils s'adressent à la BCE. Et donc je disais notre dernier argument, donc les pouvoirs sont obtenus sur base de l'article 36-24 d'une loi de 98. Je n'entrerai pas dans les détails sur la manière dont cet article a lui-même été modifié par un arrêté royal et que vraiment l'exécutif s'est attribué tous les pouvoirs dans cette histoire. Mais donc on parle quand même d'une possibilité d'agir pour le roi en fait, pour les ministres et en fait pour un ministre en particulier, quand il y a une préservation de la stabilité, en vue de la préservation de la stabilité du système financier belge. Quand on lit Moody's, qui ne sont pas nos amis mais qui le disent quand même,
s'être lié à un paquet de 1500 milliards dont on ne sait pas quoi, ça semble pas être une super bonne façon de préserver la stabilité du système financier belge. Et d'ailleurs, première conséquence, baisse de la note de l'État belge par Moody's et par Standard Poor's, du coup, plus de difficultés à se financer sur les marchés, création quand même d'une dette potentielle de 54 milliards, 15% du PIB, enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont moins élevés que celui-là. Et alors en plus, on ne dit pas... On dit qu'il y a une situation d'urgence où il faut préserver la stabilité du système financier belge d'une crise systémique dont il faut limiter l'ampleur et les effets. Et ce choix de terme, pour nous, il a une grosse importance parce que les dispositions actuelles ne limitent pas l'ampleur et les effets. Dans l'idée d'ampleur et d'effet, de limiter l'ampleur et les effets, il y a l'idée de ne prendre que des mesures conservatoires le temps que le titulaire normal de ses pouvoirs, c'est-à-dire le législateur, puisse décider. Or, c'est absolument pas ce qui est fait, et on voit que même l'idée même de cette disposition qui était pourtant déjà très large est encore détournée pour donner encore plus de pouvoir à l'exécutif. Et comme je l'ai déjà dit, 20 ans, c'est pas exactement limité, on n'est pas dans la limite de ce qui est nécessaire pour limiter l'ampleur et les effets. On est bien au-delà de ça, et je pense que ça c'est une partie en tout cas du fond du problème. On voit finalement de manière transversale que tout ça c'est un système mis en place pour écarter de manière systématique le pouvoir législatif. Et donc je ne me suis pas étendu dessus, mais c'est pour ça que l'arrivée de deux parlementaires fédéraux est une chose importante, parce que finalement c'est leur intérêt direct qui est attaqué, c'est ce qu'on attend d'eux, enfin ils sont privés de leur fonction même, donc c'est leur intérêt fonctionnel qui est mis en danger. Voilà. Et donc pour mémoire, c'est un parlementaire écolo et un parlementaire Groen. Oui, C'est ça, oui, Zoé Genot et Michael. Oui, une et une. Bien, merci pour... Enfin, c'est plus qu'une introduction, ces éclairages et ces explications. Alors, je ne doute pas qu'il y aura pas mal de questions. Pour être sûr de pouvoir poser les miennes, je vais commencer par me donner. Donc on parlait de démocratie. Sont des précisions sur... situation d'urgence. Voilà, ceux qui veulent jouir de cette faculté peuvent prendre ma place à la prochaine séance. Non, mais allez, au-delà de ça, je dirais très rapidement quand même deux questions. Donc, nous déposons une plainte. Et on va revenir sur la question des parlementaires, mais en dehors de nous, je dirais, il y a d'autres qui peuvent, qui ont, ou qui pourraient, ou qui auraient pu poser des plaintes. Alors en l'occurrence, moi j'ai connaissance de communes françaises qui ont commencé à déposer plainte envers Dexia sur la base du fait qu'ils ont été mal conseillés, mal informés, etc. Et donc certaines sont en difficulté. Et j'entends dire, certaines sont, pas beaucoup, mais il y en a certaines qui sont carrément en défaut de paiement. Enfin, ils sont en cessation de paiement pratiquement. Donc il y a des communes françaises qui l'ont fait. En Belgique, est-ce qu'il n'y avait pas aussi d'autres acteurs qui pouvaient ou qui auraient pu, je dirais, le faire? Et aussi, comme tu l'as expliqué, je dirais des habitants de communes qui avaient des intérêts dans Dexia peuvent aussi, suivant le code de la démocratie locale, déposer des plaintes. Ce qui a été fait dans certaines communes, mais j'ai entendu dire que ce n'est pas toujours évident et qu'on n'enregistre pas nécessairement toujours les plaintes. Voilà, est-ce que au niveau, disons, des plaignants possibles potentiels, est-ce que quelqu'un a un petit peu des précisions C'est à donner important parce là-dessus? qu'il ne manque pas de communes qui se sont endettées pour souscrire à l'augmentation capitale de 2008. Oui, mais ça je peux... Et alors j'ai une deuxième question, et puis voyez un petit peu comment vous répartissez la deuxième chose. Bon, c'est la question des parlementaires. Donc, en dehors des deux courageuses ou téméraires, je dirais, parlementaires qui ont introduit un recours, c'est vrai que vous expliquez qu'on fait à peu près tout ce qui est possible pour contourner le Parlement, lequel Parlement se laisse contourner sans trop de difficultés. Donc je dirais, c'est bien de taper sur l'exécutif, et il faut le faire, c'est évident, mais que fait le Parlement pour, disons, sauver ses prérogatives sur ces deux questions-là? Peut-être commencer sur les communes françaises. Donc en fait, il y a effectivement pas mal d'actions autour de Dexia dans les communes françaises. Alors ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelait les prêts toxiques
aux collectivités. En 2 mots, qu'est-ce que c'est les prêts toxiques? Donc, ce sont les banques habituelles des collectivités locales, et donc Dexia était une de celles-là qui ont commencé à proposer des prêts de plus en plus compliqués à partir de la fin des années 90. Et donc on a, ce qui fait scandale pour l'instant, ce sont ce qu'on appelle des prêts avec des prêts à taux variable, dans lesquels, si vous voulez, le taux d'intérêt, il y a un produit par exemple qui s'appelle TOFIX, T-O-F-I-X, où 8 fois sur le document on vous dit c'est un taux fixe, c'est un taux fixe, et puis à un moment vous avez une petite formule qui dit que le taux d'intérêt les 2 premières années est de 3,2%, et à partir de la première année, il y a une formule très compliquée dans laquelle on intègre la différence de taux de change entre l'euro et le franc suisse, qui fait que vous avez des taux d'intérêt qui peuvent s'envoler, passer à 10%, 15%. Et puis voilà. Alors évidemment, dans ces cas-là, ça met les communes dans des difficultés incroyables. Il y a une ingénierie assez extraordinaire autour de tout ça. Il y a une commission parlementaire française qui a recensé plus de 200 prêts différents. Les plus terribles, c'est les prêts boule de neige. Donc vous avez en fait des taux qui ne peuvent que monter, et qui effectivement sont en train de monter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le même mécanisme que dans les subprimes, c'est-à-dire qu'on appâte le client avec des taux d'intérêt qui sont très intéressants pendant les premières années, et puis après, à partir du moment où ça dérape, ça devient absolument irrattrapable et impayable. Et alors certaines de ces communes ont voulu racheter leurs prêts, et elles ne peuvent pas parce qu'elles ont des clauses de rachat qui sont absolument impayables, d'où des actions qui ont commencé à être intentées devant des tribunaux. Il y a déjà des tribunaux français qui ont permis aux communes de ne plus payer les intérêts en référé dans l'attente d'un jugement au fond. Ce sont quelques actions pilotes. Il y a un mouvement de grande ampleur qui est en train de se mettre en route, parce que on a calculé, mais on a sans doute pour l'instant que la face visible de l'iceberg, puisque les prêts les plus toxiques, si vous voulez, ont été consentis au cours des dernières années et ne faisaient pas sentir leurs effets immédiatement. Puis vous avez une certaine honte quand même des administrations, des communes, à dire regardez la connerie qu'on a été faire, la façon dont on s'est engagé, dont on a mal géré nos finances. Et donc on calcule pour l'instant que ça va coûter aux collectivités, donc aussi bien les communes que des hôpitaux publics, etc., 18 milliards et demi d'euros supplémentaires en intérêts qui vont être payés aux banques. Mais alors, ça a une répercussion directe ici sur Dexia, par exemple, parce que Dexia compte sur ses bénéfices. Mais si ces bénéfices ne parviennent pas parce que les actions des communes interviennent par ici la garantie. Ce qui est bien, c'est qu'ils perdent. Ce qu'il faut dire quand même, oui. c'est qu'ici en Belgique, ils ont beaucoup moins utilisé ces formules de crédit structuré. Il y en a eu quelques-unes, mais beaucoup plus modérées et beaucoup moins toxiques. Ça tout simplement parce que la structure du groupe était totalement déséquilibrée, à savoir que les entités françaises se finançaient sur le marché et essentiellement avec des emprunts à court terme. Et en fait utilisaient la trésorerie de Dexia Bank Belgique et pompait régulièrement de la trésorerie pour, éponger toutes les différences qui se faisaient, toutes les difficultés. Donc ils savaient très bien qu'ils étaient avec une trésorerie étroite et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire la même chose qu'ailleurs, et notamment qu'en France. D'accord. Et c'est parce qu'il y a eu un rapport, donc il y a en fait une centaine de députés français qui ont par ailleurs des mandats dans des collectivités, qui ont créé une commission qui a travaillé là-dessus. Oui. Et donc ce rapport parle de Dexia Crédit Local, mais aussi du Crédit Agricole et d'autres banques. C'est vrai qu'on n'en parle pas en Belgique, on n'en parle pas dans d'autres pays, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça, parce que je me dis que c'est la même logique bancaire d'essayer d'augmenter les intérêts. Je ne vois pas pourquoi ça se serait limité à Dexia en France. Je ne sais pas. Pour l'instant, effectivement, on n'en parle qu'en France. Je crois que c'est quand même, jusqu'à un certain point, la vieille culture de l'entité belge qui a pesé, qui a freiné. Oui, je crois. Oui. Et en plus le fait qu'ils étaient eux-mêmes très à l'étroit, ils ne pouvaient pas se permettre
Ils ne pouvaient pas se permettre, parce qu'il faut quand même rappeler que ces mécanismes sont des mécanismes qui jouent dans les deux sens. C'est-à-dire que si l'indicateur choisi va à la baisse, le taux d'intérêt payé par le débiteur baisse également. Hein. Ça dépend des contrats. Parce que, enfin, j'ai lu le rapport. Oui, c'est ça. J'ai lu le rapport français. Souvent, il y avait des clauses planchées en disant voilà, de toute façon, le taux ne descendra pas en dessous de. En fait, il y avait les deux mécanismes, mais de manière souvent très asymétrique. D'accord. Oui, sur les actions des communes, hein, puisque tu avais posé la question par rapport à la France et puis par rapport à la Belgique. À ma connaissance, il y a la commune de Schaerbeek qui avait lourdement emprunté pour contribuer à la recapitalisation en 2008, qui a intenté une action contre Dexia en disant qu'elle avait été mal informée sur les circonstances dans lesquelles elle recapitalisait. D'après les dernières informations que j'ai entendues, il y aura une audience sur le fond devant le tribunal de première instance de Bruxelles au mois de novembre. À ma connaissance, c'est la seule commune qui a intenté une action comme celle-là jusqu'à présent. Pour les parlementaires, tous ceux qui ne sont pas dans notre plainte, ils sont tort. Non, je disais tous ceux qui ne sont pas dans notre plainte ont tort. Enfin, dans notre recours, justement. Il faut distinguer recours et plainte. Il y a la plainte au pénal, qu'on n'a pas ou pas fait, et le recours en annulation, qui sont deux choses bien distinctes. Mais je pense que tous les parlementaires qui ont laissé tout ça leur passer sous le nez sans réagir, ils ont en tout cas eu tort de ne pas se joindre à notre recours par la suite. Et c'est vrai qu'il fallait beaucoup de courage pour les parlementaires qui nous ont rejoints au moment où ils l'ont fait. Il en faut de moins en moins, parce que quand on lit la presse, quand même, la perception du recours en annulation qu'on a introduit est en train de beaucoup changer, quoi. De l'espèce de folie furieuse dont on nous aurait taxé. Est-ce qu'ils pourraient encore introduire un recours maintenant ? Non, ils ne peuvent plus introduire de recours maintenant. Mais ils ont beaucoup de moyens d'action encore s'ils le souhaitent vraiment. Hein. Mais par rapport aux parlementaires, on peut parler justement de l'arrêt que vient de rendre la Cour constitutionnelle allemande par rapport notamment au mécanisme européen de stabilité. Il y a un nombre important de parlementaires qui ont saisi la Cour constitutionnelle du recours en disant problème, puisque le mécanisme en fait revient à transférer une partie de notre compétence vers une autre entité. Parce que les fameux 36% là, de l'État français, personne ne s'y oppose. Non, mais pas à notre connaissance, il n'y a pas de recours. Ça a été fait plus dans les formes, hein, donc il y a eu. D'être évoqué à propos des clients, ils se sentent floués, ils se sentent spoilés, donc c'est. Il y a eu une loi en France. Il y a eu une loi donc par rapport aux critiques que nous on peut formuler. Il y a moins d'arguments. Et à partir du moment où il y a une loi, je ne sais pas dans quelle mesure. On peut saisir la Cour constitutionnelle en France et quels sont les moyens qu'on peut invoquer devant la Cour constitutionnelle. Parce que, par exemple, pour terminer le raisonnement, donc, devant la Cour constitutionnelle allemande, on peut invoquer visiblement la violation de toute une série de dispositions de la Constitution, dont le droit au vote, les prérogatives du Parlement, etc. C'est moins vrai ici devant la Cour constitutionnelle belge, par exemple. La compétence est plus limitée. Et je ne sais pas ce qu'il en est en France, on n'a pas examiné cette question. 2% de leur PIB, mais voilà, l'affaire est proportionnellement beaucoup moins importante. Chez nous, 50 milliards sur notre PIB, on a 60%, mais eux, c'est 40% on est, mais sur le PIB de la France. Chez nous, ça représente 15% du PIB, en gros. Chez eux, c'est moins de 2%. Donc l'affaire est forcément, légalement, c'est passé tout à fait d'une autre manière, et deux, c'est un sujet un peu moins... Oui, c'est une loi justement. Donc en fait, face à la même urgence, ils ont attendu plusieurs semaines en plus pour avoir une loi votée dans les formes, publiée au journal officiel, et les Luxembourgeois, on peut le dire aussi, les Luxembourgeois ont en fait pris un arrêté au mois d'octobre, un règlement, pardon, qui a été confirmé par une loi au mois de décembre, avec des avis rendus en préambule disant que ce n'allait pas du tout et qu'on espérait bien que c'était la dernière fois que la France avait mis plus de garanties aussi. Plus de conditions en disant... C'est vrai, oui, donc il y a effectivement des encadrements par rapport
notamment par rapport à la question des bonus, etc. Tout ça, effectivement, se retrouve dans la loi française, elle n'est absolument pas dans l'arrêté royal. Et donc le travail démocratique, c'est aussi une garantie de plus grande qualité, c'est-à-dire des garanties peuvent être accordées de plein de façons, et si on passe par un travail législatif, on peut quand même s'attendre à ce que du coup il y ait plus de discussions autour de ce qu'on est en train de faire, et que donc d'un débat plus contradictoire jaillissent quand même quelques idées pour faire un peu mieux que ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. D'ailleurs, effectivement, l'avis de l'inspection des finances n'était pas très très favorable à cet arrêté royal. Ce n'est pas une question, j'ai plutôt une réflexion. On prendra peut-être 1 ou 2 minutes. En général, je suis assez court, mais je suis un peu plus long. Mais en fait, on parle des garanties. Donc, on a parlé des 2 garanties, celle de 2008 et 2011. Et bon, moi, je me suis beaucoup intéressé au cas Dexia. J'ai lu le rapport de la commission. J'ai lu également les rapports annuels de Dexia de 2010 et 2009. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une 3e garantie, on va dire comme ça. En 2009, en 2008 aussi, il y a une garantie par rapport aux produits qui avaient été assurés, voire réassurés par la banque, par le réassureur FSA. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai ici le texte, c'est la page 188. Alors pour bien expliquer les choses, c'est assez compliqué. Dexia n'est pas une banque, Dexia est un holding. Dans le holding, il y avait principalement, il y avait la banque de Belgique qui est devenue Belfus, et puis il y avait aussi la partie française, on appelle DCL, Dexia Crédit Local. Cette filiale avait également une filiale qui était FSA, qui était une filiale américaine. Et cette filiale est une filiale de réhausseur de crédit. C'est-à-dire qu'elle garantit ou elle assure les assureurs. Les assureurs qui assurent des produits, CDO, etc. Donc ce sont des super CDS. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009, je pense, c'est que Dexia SA et Dexia Crédit Local ont conclu une convention d'option de vente avec FSA pour donc vendre ces produits à tout moment, pas à tout moment. Il fallait un élément déclencheur qui était l'insolvabilité de Dexia. C'est étonnant. Et cette garantie courait jusqu'au 31 octobre 2011, ce qui est aussi étonnant, quand on sait que Dexia est tombé en faillite début octobre. Et cette garantie portait quand même sur 17 milliards de dollars. Or, on n'en parle pas de cette garantie. J'ai lu la convention spéciale, on n'en parle pas. Ça, c'est un premier avis. Première réflexion. Deuxième réflexion, depuis 2008 jusqu'à la fin, 2011, il y a eu une société de consultance qui s'appelle Bain, qui a géré quasiment au quotidien la banque Dexia, enfin le holding Dexia. Là aussi, on n'en parle pas. J'ai fait des recherches par rapport à Bain, donc B-A-I-N. C'est une société effectivement de consultance qui a été choisie sans procédure de sélection et qui coûtait plus ou moins 80 millions d'euros par an pour cette consultance. C'est absolument énorme. Une anecdote, Bain, c'est aussi des hedge funds. Bain Capital, par exemple, a été géré pendant 15 ans par Mitt Romney, c'est-à-dire le futur candidat opposant à Obama. Voilà ces 2 réflexions simplement pour dire, est-ce que quelque part, on n'a pas voulu réellement que Dexia soit en cessation de paiement et que du coup, le fait de garantir tout ce truc-là, je trouve que c'est encore plus ignoble que de dire, voilà, Dexia est tombé simplement parce que c'était la crise des subprimes, puis la crise des dettes souveraines, et que du coup, Dexia est tombé en faillite parce que voilà, ils ont fait des bêtises. C'est pas des bêtises, je pense que tout ça a été voulu. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus horrible. Voilà. En 2010 et 2011, le pays qui a connu la plus grande augmentation d'achat de CDS dans le monde, 0,15% de la population mondiale, c'est la Belgique. Voilà, donc la Belgique a acheté a augmenté le plus le nombre de CDS achetés. Et d'après moi, c'est simplement qu'elle a dû racheter, via ses garanties, ces fameux CDS, qui étaient donc la propriété de FSA et qui, par une option de vente, a été revendu à Dexia, qui après est passé à l'État belge. Voilà, point. Plus on creusera dans l'affaire Dexia, plus on trouvera des choses de ce genre. C'est d'autant plus problématique que les parlementaires n'aient pas cherché à aller plus loin. Alors que moi, un simple citoyen, j'ai trouvé. Et que Yves Le Terme est obligé de nous répondre qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans Dexia. Moi, je voudrais connaître l'état d'avancement de la procédure. Est-ce qu'on attend dans combien de temps le rapport de l'auditeur? Dans combien de temps peut-on espérer un arrêt? Et alors, autre question qui est plutôt de la prospective.
Au cas où le débiteur qui est l'État belge disparaît, que se passe-t-il? Il y aurait d'abonné au numéro Enfin, à cause, les garanties sont annulées, il n'y a plus que l'État belge. Oui, ça c'est toute la question de succession d'État. Effectivement, ça pourrait être un fameux élément de discussion. Ces garanties ne vont peut-être pas être mises en œuvre dans les 2 ou 3 années qui viennent, peut-être dans 10 ou 15 ans. Oui. Donc, dans l'immédiat, notre requête a été introduite le fin décembre. On a reçu le mémoire en réponse de l'État belge, un mémoire en intervention de Dexia. On a ensuite répondu par le mémoire en réplique et on attend maintenant l'avis de l'auditeur. Et donc, cet avis peut intervenir à tout moment, ça peut être dans quelques mois, tout comme ça peut être dans 1 an, 2 ans, ça on le sait pas. Disons que pour l'instant, devant le Conseil d'État, l'arriéré a été résorbé, donc en principe, ça va plus vite, et les procédures moyennes durent plus ou moins 1 an. Donc on attend cet avis de l'auditeur. Une fois qu'on l'aura, il y aura encore les dernières réponses aux mémoires de l'auditeur, et puis l'audience, et on plaidera pour l'arrêt. Et la recevabilité est déjà faite? Alors là, non, l'auditeur, en fait, que fait-il? Il est indépendant par rapport au Conseil d'État, il donne un avis sur les différents aspects du dossier, sur la question de la recevabilité et sur la question du fond. Il examine les deux dans son avis. On a l'occasion d'y répliquer, et puis le Conseil d'État se prononce. Oui. On a vu par exemple que pour la cimetière Peters, en 1 an, c'était réglé. Ah, mais les choses vont parfois très vite, oui, tout à fait. Mais non, donc je sais que ça peut durer des années, quoi. Ça peut être aussi dans 8 ans. Pas forcément intéressant. Oui, mais ceci dit, bon, franchement, par rapport à ce qu'on dénonce dans certains des moyens, le temps qui passe n'est pas nécessairement défavorable. Hein. Il démontre... Oui, ça dépend. Et des premiers échanges sur est-ce qu'il y a quelque chose en ressort déjà quant au fond ou à la recevabilité? Est-ce qu'il y a des directions qui semblent être prises dans le rapport de l'auditeur, dans son avis? Ah non, on l'a pas encore. On l'a pas encore. Mais dans les arguments que vous avez reçus alors? Ça, c'est ceux de l'État belge et de Dexia. C'est l'État belge et Dexia. Mais donc ça, pour le moment, on a eu les mémoires en intervention de l'État belge et de Dexia. Et maintenant, l'auditeur va devoir lire notre mémoire en réplique, les avis de tous les intervenants, et là-dessus, il va se faire une idée. Un peu comme s'il était déjà un premier juge. Et là-dessus, il va conseiller le juge et puis le juge. Et dans les réactions alors sur le fond et sur la recevabilité, où est-ce qu'on serait les plus forts, les plus faibles, ou est-ce qu'il y a un risque? On est très fort surtout. Non, mais c'est ce qu'Olivier a... Précisément, c'est une question... On est blindés sur je peux poser une simple question de vocabulaire. Oui. Mémoire de, ça veut dire quoi? Mémoire, c'est ça. C'est la façon dont on intitule cet acte de procédure. Donc, on introduit une requête en annulation, on reçoit un mémoire en réponse, et on répond par un mémoire en réplique, qui reprend les faits et les arguments de droit. Okay. Donc, vous discutez de mémoire à mémoire, quoi. Avec par écrit. On discute par écrit, on a un avis écrit, on redonne des commentaires par écrit, et puis enfin, on a une petite phase orale à l'audience. Mais bon, souvent les jeux sont faits à 90%. L'audience est publique, bien sûr. Oui. Mais moi, je suis étonné de l'apathie, pour ne pas dire de la complicité des partis de la majorité gouvernementale. Il y avait une représentation des communes, notamment une mandataire socialiste, qui figurait dans le conseil d'administration. Et pas de réaction, ça n'a pas, percolé entre le niveau communal, donc l'Union des villes et des communes, et le même parti politique qui est représenté dans le conseil d'administration du holding. Ça me sidère. Il y a juste Claire Failly qui a tiré un peu la sonnette d'alarme, mais pour le reste, en l'occurrence, c'est la présidente du CPS de Saint-Josse. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer là-dessus. C'est comme si elle avait disparu et comme si le PS n'existait pas pour défendre les citoyens. Ça m'épate. Et puis alors bon, ça c'est une glose marginale. Est-ce que vous connaissez la bile? Oui, tout à fait. On peut... Bon, eh ben, la bile, je ne sais pas comment, par quel jeu, a été recapitalisée par Dexia.
Et cette recapitalisation a permis au fonds souverain du Qatar, un pays qui monte, à capter le truc à 90%. C'est quand même pas mal. On est dans les 700 millions. C'est pas grand-chose pour alimenter en armes les révolutions arabes, mais enfin, fermer les guillemets, c'est quand même assez sidérant, quoi. Et donc, au détriment des communes, le Qatar, qui est un pays toxique, si on peut dire, joue son jeu. Moins que l'Arabie Saoudite, mais enfin, quand même. C'est vrai qu'on peut dire un peu plus sur la question de la BIL, donc, puisque... Non, mais il faut répondre d'abord sur la question de la responsabilité des partis, hein. Moi, je faisais, on fait tous les mêmes constats. On fait tous les mêmes constats. Oui. On est tous d'accord. Donc, à un moment, on dira, nous sommes au bord du gouffre, mais heureusement, grâce à nous, on a fait un pas en avant. C'est ce que j'ai... Non, mais c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'avec les garanties, avec l'augmentation de capital, qu'est-ce qu'on fait? On essaye désespérément de gagner du temps. Non, mais pour dire, c'est pas moi, ça va bien, tout va bien, vous voyez bien, on ne doit pas débourser. J'ai con quand même, on a une porte à l'extrême droite. Hein. Je vais même pousser le truc un peu plus loin. Je pense que dans tous ces administrateurs, j'avais quand même lu qu'il y en a qui étaient vachement préoccupés parce qu'ils n'avaient pas de garantie responsabilité civile. Ils n'avaient pas l'assurance responsabilité civile. Et que donc, si Dexia faisait faillite, ben, leur responsabilité risquait d'être mise en cause. Et là, je parle encore que du civil. Parce que je serais quand même pas étonné qu'à un moment, on trouve un petit truc pénal sur l'un ou l'autre. Si on va un peu creuser dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé sur le fond dans Dexia. Et donc, c'est aussi ça qui a peut-être justifié l'urgence. Et sur la BIL, peut-être encore, parce que je voulais dire quelque chose là-dessus quand même. Quand on revend la Banque internationale à Luxembourg, on peut se dire, ah ben c'est bien, c'est de l'argent qui va rentrer, enfin un peu de capital pour Dexia, on respire, plus besoin de recapitaliser en urgence. Bon, en fait, la BIL est revendue pour 736 millions, effectivement à 90% à Précision Capital, ce fonds qatari, et 10% à l'État luxembourgeois. Bon, on se dit 736 millions, pas terrible, mais la surprise arrive après. La surprise, c'est que Dexia se défait aussi de 50% de RBC Dexia Investor Service. On vend ça pour 837 millions. Mais à quoi servent ces 837 millions? Non pas à renflouer le holding, mais bien ils sont reversés immédiatement à la Banque internationale à Luxembourg. Alors on se demande pourquoi? Eh bien parce que dans l'acte de vente, il y a un engagement du holding que la Banque internationale aura 9% de fonds propres, enfin aura des fonds propres suffisants et que donc le holding doit recapitaliser la BIL qu'il a revendue pour 730 millions. Et donc avec ces 830 millions qui sont déjà donnés en échange de ce prix d'achat de 730 millions, on n'y est pas encore, et donc il faudra encore ajouter une part de la vente on pense que ce sera de la vente de Dexia Municipal Agency, et donc ça veut dire qu'on a déjà payé 100 millions, plus encore quelques centaines, voire plus, qui vont servir pour respecter le contrat de vente. Les garanties, elles sont valables sur tout type de créance? Elles sont valables sur une série d'instruments financiers qui peuvent être émis par le holding et par Dexia Crédit Local et qui sont énumérés ici dans les conventions. Mais il y a une liste assez longue et assez technique. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des garanties qui ont été activées ou pas jusque maintenant? Mais si tu veux, les garanties ont déjà été octroyées donc pour les montants qui sont repris sur le site de la Banque nationale. Mais il n'y a pas encore eu d'appel à l'État pour payer. Il n'y a rien eu pour le moment. Non, il n'y a rien eu. En fait, au moment où Dexia sait qu'il y a une échéance qui va arriver et qu'il ne pourra pas assumer, à ce moment-là, en vertu de la convention de garantie, il doit avertir le plus tôt possible les États et au plus tard 5 jours ouvrés avant. Le plus simple, c'est de prendre le cas d'une garantie. Donc une entreprise quelconque donne une garantie à d'autres entreprises, par exemple. Bon. Ça doit être dans son bilan. Non. Pourquoi? Ça l'engage. Mais parce que ça l'engage, si vous voulez, mais ça ne crée pas une obligation qu'elle doit inscrire dans son bilan. Tant que le débiteur ne fait pas défaut, il ne se passe rien. Au moment où le débiteur fait défaut, on inscrit en comptabilité. Dans l'autre sens. Votre entreprise industrielle ou commerciale
si elle accorde une garantie, mais qui n'est pas activée par un défaut du débiteur, qu'est-ce qui se passe? Elle ne met pas ça dans son bilan non plus, elle met ça dans ce qu'on appelle les comptes d'ordre. Une garantie, et les comptes d'ordre, on ne les publie pas. Je pense quand même que ce mais le réviseur d'entreprise doit les éplucher. Tantôt, donc, on a compris que le Conseil d'État peut décider d'annuler ou de maintenir, de ne pas annuler, donc de maintenir l'accord actuel. Et vous disiez qu'il pouvait aussi décider d'annuler tout ou partie. Et donc comment est-ce qu'il raisonne pour décider s'il annule tout ou partie? Parce que soit cette affaire est légale, soit elle n'est pas légale. Si elle n'est pas légale, il doit la casser. On peut maintenir les effets d'un acte même illégal s'il y a des impératifs de sécurité juridique qui le nécessitent. C'est vrai. Ici, dans un cas comme celui-là, il pourrait par exemple dire on va malgré tout maintenir les garanties accordées avant une certaine date. Voilà, c'est une possibilité qui existe pour eux. Oui. Mais ça tient au fait qu'une banque d'une certaine taille a ce qu'on appelle un caractère systémique, c'est-à-dire que le fait qu'elle n'exécute pas des obligations auxquelles elle a souscrit peut avoir des effets dominos sur une part plus ou moins importante de l'économie nationale et même au-delà. Bon, c'est vrai que on peut comprendre qu'il faut que les actionnaires payent. En l'occurrence, ils ont payé, mais si on prend le cas de Dexia, sauf erreur, je me suis quand même laissé dire que dans le bilan, les fonds propres étaient ridicules par rapport au bilan de la banque. 1%. C'est pas les 8% qu'il aurait fallu avoir. 1% après qu'on ait dû imputer un certain nombre de pertes. Moi, j'ai envie de dire qu'ils travaillaient avec des fonds propres, un rapport de fonds propres énorme. Donc même s'ils perdent tout, ok, 1%, qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste de 9%? Si la banque a perdu 10%, il n'y a personne, les actionnaires ne peuvent pas payer. On a beau leur prendre tout, on a pris 1%. Et le reste. Voilà, donc moi je pose la question, je dirais dans ce cas-là, ok, les actionnaires doivent perdre, c'est clair, ça ne résout pas le problème dans la plupart des cas de faillite bancaire. Les actionnaires doivent perdre, pas payer. Comment? Les actionnaires ont une responsabilité limitée à la mise de fonds qu'ils ont faite dans l'entreprise. À la mise de fonds. Donc ils vont perdre leur mise de fonds. Ils perdent tout. Ils ne doivent pas payer, ils ont déjà payé depuis longtemps. D'accord. Ils ne vont pas récupérer leur argent. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas, donc en cas de forte perte, ça ne résout pas le problème de la banque. Ok, on prend, on leur sucre leur truc, mais c'est 1%. On n'a toujours pas résolu le problème de Dexia en l'occurrence. On prend 1%, mais le problème est beaucoup plus qu'1%. Donc moi je pose quand même la question, quand on dit qu'il faut garantir les dépôts, moi je me pose la question. Je ne suis pas certain du tout qu'il faille garantir les dépôts par principe. Mais les dépôts c'est presque rien aussi. Le problème, c'est ça. Ou les créditeurs, tout ce qui est dans le passif de la banque. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, on perd dans l'actif, on fait payer ceux qui ont des dépôts, ou ceux qui ont prêté à la banque? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les faire payer? Ça, pour le moment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'État doit garantir les déposants? Moi, je pense qu'il ne faut pas les garantir. Les gens mettent leur argent où ils veulent. S'ils mettent leur argent dans une banque qui a une gestion foireuse, la prochaine fois, ils perdent, ils vont perdre 20%, ils vont perdre. Mais si c'est de l'argent public, c'est autre chose. Comment? Si c'est de l'argent public, c'est autre chose. Mais je ne vois pas. On parle de l'aléa moral. Pour moi, c'est un cas d'aléa moral. Si on vient, on verse des subventions, on vient secourir les personnes qui déposent leur argent dans une banque X et qui sont secourues, leurs fonds sont garantis par l'État, il n'y a aucune raison qu'ils changent de banque X. On le secourt et il reste toujours là. Justement, Dexia a acheté énormément de CDS, collatéral crédit défaut. Ça veut dire qu'elle s'est portée garantie pour rembourser les produits dérivés qu'on appelle les collateral debt obligation, qui sont des produits dérivés par rapport à des prêts hypothécaires ou par rapport à des cartes de crédit ou des choses comme ça. Et donc ils se sont dit, voilà, nous, si ce produit se casse la gueule, eh bien, on a racheté la garantie qui nous rapportait beaucoup à un moment donné. 10-15% du montant de garantie, c'était très bon. Mais à un moment donné, quand tout s'est écroulé, ben, ils sont obligés de rembourser. Et donc, les créanciers, c'est tous
ces banques qui ont acheté des produits qui ont été assurés par FSA et qui maintenant est tombé sur Dexia. Pour Dexia, en tout cas, c'est clair, donc elle doit rembourser parce qu'elle s'est portée garante de ces produits toxiques. C'est tout. Qui sont les créanciers? Ils sont un peu partout. C'est le système financier. Il faut comprendre, et ça même Bruno Coleman est d'accord avec moi, les banques, ce n'est que des portes d'entrée, lui il appelle ça des appendices du système financier. Voilà. Les banques, c'est des portes d'entrée. Il n'y a pas plus fragile qu'une banque. Une banque peut tomber du jour au lendemain en faillite uniquement s'il y a un gel des crédits à court terme. Les banques sont dépendantes du crédit à très court terme, on appelle le crédit overnight. S'ils n'ont pas la possibilité de faire des prêts interbancaires sur une journée, parce qu'on ferme le truc, eh bien elles tombent en faillite. C'est ce qui s'est passé avec Dexia. Elles peuvent se casser la Elles peuvent se casser. C'est ce qui s'est passé avec Fortis, c'est ce qui s'est passé avec Dexia, et c'est ce qui va se passer avec KBC. Parce que KBC est sur la même longueur d'onde, il fait la même chose. Il y a déjà maintenant, au niveau de la... Je prends un exemple, pour dire qu'on est en train de conditionner les gens par rapport à ça. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, KBC a perdu avec Facebook. Facebook s'est cassé la gueule. Je regarde l'article, ils ont perdu 500 000 dollars. 500 000 dollars. Et c'est quoi ça, 500 000 dollars pour une banque comme KBC? Et plus loin, on dit, ah oui, mais avec Apple, ils ont gagné 25 millions de dollars. Et pourquoi on titre alors que KBC a perdu des plumes, alors que dans l'article, on dit qu'ils ont gagné 25 millions de dollars avec Apple, et qu'ils ont perdu que 500 000 dollars. C'est pour montrer que, déjà, la tête des gens, KBC n'est pas si fort que ça. Alors que, sincèrement, KBC, Fortis, l'ancienne CGR, Dexia, ancienne Société Générale, c'est quand même des banques qui ont gagné des millions et des millions. Mais voilà, et avec justement les problèmes des CDS, etc., ils ont encore gagné beaucoup plus, quoi. Énormément. Et voilà, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont privatisé leurs bénéfices, ils les ont mis en hors bilan, c'est pas très bien. Par contre, leur perte, à un moment donné, quand il y a eu la crise, la perte, évidemment, il fallait trouver un pigeon, c'est-à-dire les États en général. Et ce qui se passe pour le moment avec l'Europe, c'est terrible. L'Europe, la banque, justement en Espagne, c'est encore pire, c'est que là on utilise les banques pour aller chercher l'argent des contribuables. Les banques, comme Dexia ou comme d'autres, ils seront jamais, ils vont continuellement à demander d'être récapitalisés, donc c'est des milliards et des milliards et des milliards. Je ne sais pas combien on a payé déjà pour Dexia maintenant, mais tous ces milliards-là, c'est des milliards évidemment qu'on ne peut pas consacrer à d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour les gens, c'est-à-dire le niveau social, c'est les allocations familiales ou autres, quoi. Le législateur peut s'emparer de la question et accorder d'autres garanties qui mobilisera complètement différemment s'il le souhaite. On pourrait aussi imaginer Dexia en faillite, je veux dire un curateur qui est nommé, qui intervient, sans doute une idée plus précise de ce qui se trouve dans Dexia à ce moment-là, y compris hors bilan, peut-être une responsabilité des administrateurs, tout ça, mais le plus probable c'est quand même qu'il y ait de nouvelles garanties qui soient prises, mais que cette fois-ci, elle le soit avec un peu plus de recul, avec un peu plus d'intelligence, que par exemple, on mette des conditions à Dexia sur la manière dont elle va se comporter par la suite. On pourrait aussi limiter le pouvoir dans le temps du ministre. On pourrait distinguer certaines créances qu'on garantit par rapport à d'autres qu'on ne garantit pas. Il y a diverses modalités qui pourraient être choisies. Ça, justement... ça recréera un moment où tout sera de nouveau possible. Voilà. Attention, on peut soutenir, on peut penser que une annulation pourrait aussi faire les affaires de l'État belge, qui se retrouverait dégagé, il ne peut pas se dégager de sa propre volonté, de l'engagement qu'il a donné, mais pourrait dire voilà, ce qui a été donné est illégal, et donc maintenant je suis obligé de repenser un autre système. Et si à un moment l'État se retrouve appelé en garantie et qu'il a un petit peu du mal à payer, je suis sûr qu'il tirera argument du fait qu'il y a un recours en annulation.